Salut Booktube! Avec le retard que j'avais accumulé au début de l'année avec toute la rétrospective 2022, c'est de nouveau temps de vous faire une dernière lecture parce que du coup j'étais un petit peu à la bourre. Et même si j'ai pas tant lu que ça en janvier, j'ai quand même lu pas mal de livres et du coup j'avais aussi des livres à rattraper que j'ai lus dans le mois de janvier. Donc c'est pour ça que je vais vous faire ça maintenant. J'ai 4 livres à vous présenter aujourd'hui et sans plus de préambule, on va commencer tout de suite. En premier, je vais vous parler d'une toute nouvelle sortie anglophone qui est une sortie très attendue, que ce soit là-bas ou chez nous, puisqu'il s'agit d'une suite d'une trilogie qui avait extrêmement bien fonctionné. Si vous traînez sur Booktube, vous en avez forcément entendu parler. Et je veux parler de The Stolen Heir de Holly Black, qui est la suite du Prince Cruel. En tout cas, c'est une nouvelle duologie qui se passe dans l'univers de Elfhame, donc c'est l'univers dans lequel on avait retrouvé Cardan et Jude, les protagonistes, en tout cas Jude la protagoniste de The Cruel Prince. Et donc dans cette nouvelle duologie, pour le coup, Holly Black va retourner dans cet univers après les événements qui se passent à la fin de la trilogie du Prince Cruel, et on va notamment pouvoir retrouver Hawke, ou Shane je crois en français, qui est un petit peu le petit frère de Jude et qui est le prince héritier du trône de Elfhame. Et donc la question que tout le monde se pose évidemment, c'est est-ce que c'est aussi bien que le Prince Cruel? Est-ce que ça va plaire à autant de gens que le Prince Cruel? Et ça, c'est toute la question à laquelle je vais essayer de répondre, puisque pour moi il y a plusieurs points importants à aborder pour vous donner les bonnes attentes et les bonnes envies finalement de découvrir cette duologie, et pas uniquement en s'attendant à une copie du Prince Cruel, puisque ce n'est pas du tout ça, et si on s'attend à une copie du Prince Cruel, on risque d'être extrêmement déçu. Pour ma part, c'était une lecture plutôt bonne, même si je n'ai pas adoré. Je tiens à faire un gros disclaimer, c'est également lié à mes préférences purement personnelles, puisque dans ce livre, dans cette duologie, il y a des tropes que j'aime beaucoup moins que les tropes qui peuvent être abordées dans le Prince Cruel. Je reviendrai dessus juste après avoir fait un bref résumé. Mais en gros, les différences étaient souvent à la défaveur pour The Stolen Heir par mes préférences purement personnelles. Donc peut-être que pour vous ce ne sera pas du tout le cas, mais je voudrais m'attarder un petit peu sur ces différences juste après. Pour commencer du coup un bref résumé, The Stolen Heir, on va suivre le personnage de Ren, qui est une jeune princesse également, mais d'un royaume voisin du royaume de Elfhame, qui est un petit peu en concurrence avec Elfhame. Et du coup, elle est la princesse héritière de ce royaume, mais en fait, elle n'a pas eu la vie de princesse que tout le monde attendait, puisqu'elle a été déjà mise dans une famille humaine avant d'apprendre à l'âge de 6-7 ans que en fait elle était une fée. C'était pas forcément une révélation qu'elle a appréciée, puisque sa famille humaine l'a complètement reniée et qu'elle s'est retrouvée propulsée dans la cour des Fae, et là elle s'est fait légèrement maltraiter par ses parents et la cour de façon générale. Et donc c'était pas une vie hyper sympathique, donc elle a pas mal de traumas par rapport à tout ça. Et elle essaye un petit peu de trouver qui elle est, de se détacher de l'influence de cette cour, de ses parents, de renier un petit peu son trône. Et donc elle va se retrouver affiliée à Shane, donc Hawke, qui est donc le prince héritier, comme je l'avais dit, de la cour d'Elfhame. Et ils vont partir dans un voyage, dans une quête, pour aller contrer la reine des Fae là-bas, qui a envie de faire des choses pas très sympathiques aux habitants. Pour la première chose, il s'agit donc d'un plot qui est relativement différent du Prince Cruel, puisque dans le Prince Cruel, on avait en effet, comme c'est marketé partout, un enemies to lovers, mais c'était surtout aussi des intrigues politiques et des intrigues de cour. Finalement, là ce n'est pas du tout ça, on est vraiment sur un truc qui va être plutôt du voyage, une quête avec une sorte de road trip entre guillemets, et c'est quelque chose que moi personnellement j'apprécie pas énormément, je préfère nettement la politique. Donc c'est déjà un des facteurs qui a fait que pour moi The Stolen Heir est en dessous du Prince Cruel. Mais voilà, si c'est quelque chose que vous aimez, si le road trip est quelque chose que vous appréciez, il est plutôt bien fait. Un des points positifs, c'est que ça nous donne aussi l'opportunité de visiter un peu plus de ce monde de Fae avec des environnements, des biomes différents. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool parce qu'on découvre voilà, des créatures un petit peu différentes et d'autres endroits, donc ça c'est plutôt sympa, c'est très bien fait. Je trouve que les descriptions sont quand même plutôt très correctes de la part de Holly Black. Donc c'était vraiment appréciable, même pour moi qui
n'apprécie pas forcément les voyages. J'ai trouvé que parfois ça traînait un petit peu en longueur, mais ça c'est aussi le principe un petit peu, je trouve, du road trip. Si c'est quelque chose que vous appréciez malgré les côtés un petit peu lents qui prennent leur temps des road trips, alors ça peut clairement vous plaire, mais ne vous attendez pas à des intrigues vraiment politiques. La deuxième grande différence avec Le Prince Cruel, ça va être la dynamique entre les personnages, puisque, encore une fois, Prince Cruel, Enemies to Lovers, on le sait. Et là c'est vraiment une dynamique qui va être différente, on sent une relation, une romance qui va un petit peu s'enclencher au fil du livre. C'est un point qui est un peu plus central je trouve que dans Le Prince Cruel, mais on est plutôt sur des Friends to Lovers puisque Hawke et Ren se connaissent il y a plusieurs années quand Ren était à la cour des Fae. Et du coup ils avaient échangé un petit peu et ils s'étaient attachés l'un à l'autre, ils s'étaient beaucoup appréciés et donc là ils se retrouvent avec une dimension un petit peu différente de par leur âge et leurs hormones on va dire. Et encore une fois, et je sais que je ne suis pas la seule, les Friends to Lovers c'est vraiment pas ce que je préfère. J'aime nettement mieux les Enemies to Lovers, même si, petit point en sa faveur, c'est plus réaliste quand des amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps se retrouvent à l'adolescence, à l'âge où en fait ils vont avoir des sentiments plus profonds l'un pour l'autre, puisque j'ai plus de mal quand par exemple c'est des amis qui sont amis depuis 10 ans, qui se voient tous les jours et qui d'un coup se réveillent en se disant oh, il faut qu'on couche ensemble. Après j'ai trouvé que l'alchimie était moins bonne, j'ai trouvé que c'était moins palpable on va dire qu'avec Jude et Carden, et finalement j'ai pas forcément énormément réussi à adhérer à leur relation. Après, encore une fois, c'est vraiment les balbutiements d'une relation, c'est au tout début. Je pense que ça va prendre de l'ampleur à la fin de la duologie, donc dans le tome 2. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut attendre aussi. On est sur un texte quand même qui reste du young adult, mais je trouve que Holly Black maîtrise plutôt bien les clichés maintenant. On n'en est vraiment pas à son premier livre young adult. Et elle arrive à les retourner un petit peu. On voit des archétypes narratifs qui sont présents dans d'autres livres, dans énormément même d'autres livres de young adult. Et notamment avec la jeune fille adolescente qui découvre un petit peu son corps, qui se sent pas appréciée par les autres, qui est détestée, mais en réalité elle est très belle, etc. Et en fait, Holly Black va venir le contourner un petit peu pour reprendre ce trope, parce qu'en effet elle est décrite comme pas du tout désirable, mais en fait c'est parce qu'elle vit dehors et qu'elle est couverte de boue, elle se lave jamais parce qu'elle peut pas, donc elle sent pas très très bon, qu'elle se lave jamais les cheveux, donc voilà. Donc il y a tout ce côté là, je trouve que c'est vraiment un petit peu poussé à l'extrême et que c'est assez intelligent de le faire de cette façon. On comprend un petit peu mieux le retournement de situation qui fait que bah finalement elle n'est pas non plus décrite comme extrêmement jolie, mais voilà, quand on enlève la couche de boue, ça va mieux quoi. Il y a beaucoup d'autres tropes comme ça qui vont être réutilisés à la faveur du texte, et par exemple aussi pour le personnage de Ren, c'est une jeune fille normale qui va se retrouver propulsée dans un autre monde, puisque je vous ai dit, elle était dans une famille moldue, et d'un coup elle se retrouve héritière d'un royaume perdu, et en fait c'est la pire chose qui lui soit arrivée et pas du tout le côté féerique comme on peut imaginer et comme c'est le cas dans beaucoup d'autres histoires. Et ça j'ai trouvé ça assez sympa aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de tropes qui sont réutilisés mais un petit peu twistés, ce qui rend le texte plus intéressant, et on voit aussi la maîtrise de Holly Black pour ces sujets là. Il y en a d'autres par la suite mais je vais pas divulguer plus. Tout ce que je vous ai dit là c'est vraiment dans les premières pages du livre, donc il n'y a aucun spoiler. Et enfin je conclurai juste sur ce livre par un truc, la fin, sans rien dire dessus, mais vraiment à la fin il y a des twists, des retournements de situation, de l'action et tout, vraiment à la fin j'ai trouvé ça très très bon, elle donne extrêmement envie de savoir la suite, et donc vraiment un super point pour la fin. Au final, je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que même s'il y avait beaucoup de bons éléments, j'ai pas réussi à rentrer tant dans l'histoire que ça, probablement à cause des tropes dont je ne suis pas forcément extrêmement fan et qui ont ralenti un petit peu ma lecture. Aussi le côté quête et voyage qui rend le truc un petit peu plus lent, un petit peu moins haletant que Le Prince Cruel. Aussi c'est du YA, c'est plus le genre de prédilection que je peux avoir actuellement.
Je pense que si vous avez aimé Le Prince Cruel et l'univers surtout du Prince Cruel, ça pourra vous plaire. S'il vous plaît, ne vous attendez pas, comme la moitié des avis Goodreads, à avoir du Judy Garland partout, parce que sur Goodreads, même les gens qui mettent 4 ou 5 étoiles, ils disent oh là là, les mentions de Judy Garland, oui super, c'est pas du tout leur histoire, on les suit pas du tout, au mieux on parle d'eux 4-5 fois dans le livre, c'est tout, ne vous attendez pas à ça. Si vous prenez ce livre, ou vous risquez d'être extrêmement déçu. Vous pouvez le lire en anglais, c'est assez accessible, je lui mettrai la note de 3 sur 5. Voilà, c'est de la bonne fantasy YA, si vous avez un niveau correct en anglais, c'est totalement faisable. Ou alors vous attendez qu'il soit traduit, parce que je n'ai aucun doute qu'il sera traduit, vu le carton qu'a fait Le Prince Cruel. Ensuite, j'ai écouté Under the Whispering Door de TJ Klune, qui est traduit par De Saxius sous le nom de Sous la porte qui chuchote. Il s'agit d'un livre que j'avais extrêmement peur de lire, puisqu'il est sorti il y a un moment en anglais, et j'avais adoré The House in the Cerulean Sea. Vraiment, c'était un coup de cœur absolu, j'en ai encore énormément de souvenirs. Et j'avais peur de ne pas retrouver ça avec Under the Whispering Door. C'est pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de le lire. J'avais aussi vu des avis un petit peu mitigés sur ce livre, même si la majorité était très positive. Et du coup, je me suis enfin lancée. Et malheureusement, mes craintes ont été confirmées, puisque je n'ai pas extrêmement apprécié ce livre pour pas mal de raisons, et je vais en parler juste après. Mais globalement, j'ai pas retrouvé ce que j'avais tant aimé dans La maison au milieu de la mer céruléenne. Pour vous faire un résumé, on va suivre le personnage de Wallace, qui est le chef d'une boîte d'avocats, qui est un parfait connard, on va dire, et qui va virer les gens sans aucun état d'âme. En gros, le livre s'ouvre sur une scène où une dame lui dit à quel point il change sa vie, à quel point elle est heureuse d'être dans sa boîte, que ça lui offre un emploi stable, etc. En gros, elle va déblatérer tout sur sa vie, à quel point elle est chanceuse d'être à cet endroit-là, et il va conclure la conversation en disant vous êtes viré, au revoir, je ne veux plus vous voir. Et il est vraiment obsédé par son travail, il prête peu d'attention aux autres, pas du tout altruiste, pas du tout sympathique, vous voyez le genre. Et donc au début de l'histoire, il va mourir d'une crise cardiaque et il va se retrouver accompagné d'une faucheuse à son enterrement, et après la faucheuse va l'emmener vers un entre-deux, un passage avant la vie après la mort finalement, et il s'agit d'un salon de thé et géré par Hugo, et on va retrouver aussi la faucheuse et le grand-père de Hugo. Et donc le but de cet endroit, c'est de familiariser les gens mortes avec l'idée de l'après-vie et de les aider à passer ce cap. Il y a des thématiques qui sont assez communes à La maison au milieu de la mer céruléenne, et surtout qu'il s'agit d'un personnage principal qui a des préjugés, des défauts au début du livre, et le but ça va être de déconstruire ses préjugés, ses défauts pour en rendre quelqu'un de meilleur à la fin. Il y a de nouveau une petite romance qui s'installe, mais ça reste très en filigrane. Mais je trouve quand même que les deux personnages sont assez différents, et ça explique en partie pourquoi j'ai beaucoup plus apprécié La maison au milieu de la mer céruléenne, parce que pour moi, le protagoniste n'était pas quelqu'un de mauvais, en fait il faisait son travail parce qu'il n'avait pas trop le choix, c'était son boulot, c'est ce qui lui permettait de vivre aussi, et du coup il faisait son travail avec l'intégrité qu'il pouvait avoir. Je ne l'avais pas trouvé particulièrement détestable, alors que voilà, c'était vraiment le profit, le profit, le profit, et toujours faire plus d'argent, on s'en fiche des personnes autour de lui. On le voit d'ailleurs à son enterrement au tout début du livre, personne ne l'aime et tout le monde a des commentaires pas très sympathiques sur lui. Et en fait le principe va être donc de déconstruire ses idéaux, de le faire prendre conscience que c'est pas quelqu'un de bien, et le problème c'est que le livre se passe sur un total de quelques jours, et peut-être encore une fois que je suis pessimiste, que je ne crois pas à la bonté du monde et des gens, mais mon expérience personnelle avec certaines personnes m'a montré que les gens ne changeaient pas, en si peu de temps du moins. Les gens changent assez rarement quand ils ont des opinions aussi fortes sur quelque chose, et en quelques jours encore moins. Donc j'ai pas trouvé ça très vraisemblable et j'ai eu du mal à croire à son évolution. J'avais un peu l'impression qu'il y avait des énormes marches qui étaient franchies, que en gros il meurt, il voit que tout le monde le déteste à son enterrement, il se réveille le lendemain, il se dit oh mais en fait j'étais un gros con.
Donc je vais changer et je vais être une personne bien. C'est pas forcément très réaliste. Déconstruire des années et des années et des années de conditionnement, ça se fait pas en un jour. Et donc c'est ça aussi que j'ai trouvé un petit peu difficile à croire. J'ai pas réussi à croire à son évolution du tout. Et du coup, en même temps, le fait que le protagoniste soit quelqu'un de pas très sympathique, ça rend aussi la romance peu vraisemblable en fait, parce que le personnage de Hugo, donc le gérant du salon de thé, on sait d'emblée, vu la façon qu'a TJ Klune d'écrire et vu ce qui est marketé, vu ce qui est mis en avant, on sait d'emblée qu'en gros il va y avoir une relation assez profonde qui va se tisser entre les deux. Et Hugo est quelqu'un de très bien, très gentil, et je ne vois pas ce qu'il peut trouver dans Wallace en fait. Je n'arrive pas à voir les qualités qu'il peut déceler chez lui, parce qu'en fait au début il n'en a pas vraiment dans ce qu'il dit, dans ses attitudes, dans tout ça. Il n'y en a pas vraiment, je n'ai pas trop vu l'attrait que pouvait avoir Hugo envers Wallace, et donc c'est ça aussi que j'ai trouvé difficile à croire. Cela dit, j'ai beaucoup aimé le personnage de la faucheuse qui est May, que j'ai trouvé tout en douceur, très drôle pour le coup, et qui était très agréable à suivre, donc elle je l'ai beaucoup appréciée, et j'aimais énormément toutes les scènes où elle était là, elle était d'une candeur extrême et je l'ai trouvée très bien écrite. Donc chapeau pour ça. TJ Klune est aussi assez réputé pour faire des livres humoristiques et encore une fois c'est un peu passé à côté pour moi. L'humour c'est très personnel évidemment, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop cartoonesque, un peu trop cliché et un peu trop forcé à mon goût. Donc je n'ai pas forcément aimé pour ces raisons là. Voilà, après c'est encore une fois ça m'a pas gêné dans ma lecture, c'est juste que je ne me roulais pas au sol de rire. Et finalement je pense que je vais pas trop me souvenir de ce livre parce que j'ai pas grand chose de plus à en dire. L'écriture est plutôt simple mais elle passe vraiment plutôt bien. C'est pas très difficile à lire en anglais, je lui mettrai la note de 2 sur 5 plutôt. Un point positif, comme souvent avec TJ Klune, pour la diversité, puisque donc le protagoniste dit ouvertement qu'il est bisexuel et Hugo est homosexuel, et également Hugo est de type plutôt mexicain et May est asiatique, donc voilà, ça c'est des points positifs nettement. Ça n'influence pas tant que ça l'histoire, mais c'est bien que ce soit quelque chose qui soit discuté, donc c'est toujours sympa de le mentionner. Au final, je lui ai mis la note de 2 sur 5 parce que vraiment je n'arrivais pas à y croire, en tout cas sur le développement du protagoniste et de l'histoire, mais après il y avait pas mal de points positifs quand même, donc 2 sur 5. Comme apparemment c'était trop bonne ambiance et trop sympathique pour moi tous ces livres, je me suis mis juste après au deuxième livre Explora livre du mois, qui était Kindred de Octavia E. Butler, qui a été traduit chez les Forges de Vulcain sous le nom de Lien de sang. Nous avons fait un live avec Plop et Lucie. Je vous mets le lien juste là dans le petit i et également en barre d'infos si ça vous intéresse de savoir un peu plus en détail et d'avoir des avis un peu différents des miens, parce que pour le coup on n'était pas tout à fait d'accord, ce qui est plutôt pas mal et ça permettait de vraiment discuter. C'était un livre que j'ai trouvé très intéressant et très important. Pour vous faire un bref résumé, on va suivre le personnage de Dana qui vit au XXe siècle, je sais plus exactement quand, mais qui va se retrouver propulsée dans le passé en 1815 dans un état du sud des États-Unis, donc au moment où il y a encore l'esclavage. Et je ne l'ai même pas mentionné, mais Dana est une personne noire, donc forcément en période d'esclavage c'est pas forcément hyper sympathique. Et donc on va suivre un petit peu comment cette personne du XXe siècle aux États-Unis se retrouve à ce moment-là et comment elle va vivre tout ça, à savoir qu'en fait elle va faire des allers-retours un petit peu entre le présent et le passé, et c'est ça qui est assez intéressant aussi, et je vous le mentionne parce que je ne m'y attendais pas et c'est peut-être quelque chose qui m'a gêné un petit peu. Donc il faut savoir qu'il y a des allers-retours aussi. Comme je l'ai dit, c'est un livre qui est très intéressant et très éducatif également, puisque on va vraiment parler de l'esclavage, voir un petit peu la réalité de ce que c'était à cette époque-là, de ce que vivaient les esclaves, des nuances qu'il pouvait y avoir au sein même de l'esclavage, de travaux qui peuvent être plus durs que d'autres, du traitement des personnes noires, du traitement des esclaves, de l'attitude des blancs. Tout ça est dépicté de manière... Tout ça est représenté de manière extrêmement réaliste, a priori, et je crois que de toute façon Octavia Butler fait de très bonnes recherches sur ce qu'elle écrit, donc je n'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, mais c'est retranscrit de manière très réaliste et donc ça c'est quelque chose qui est nettement positif.
et on voit un petit peu toute l'horreur que c'est, avec évidemment énormément de trigger warning pour tout ce qui va être agression sexuelle, viol, torture, mutilation, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer pour l'esclavage, mon racisme évidemment, mais ça on s'en doutait. Aussi énormément d'utilisation du N-word, c'est l'esclavage et que c'est l'année 1900 et que du coup tout le monde s'en fiche. C'est un livre qui est écrit de façon extrêmement factuelle, extrêmement réfléchie. C'est ça aussi qui apporte ce côté très informatif et très cru, très rude à certaines épreuves qu'on peut avoir. Mais en même temps, moi c'est quelque chose qui m'a gênée et qui a gêné mon appréciation de cette lecture parce que même si j'en reconnais énormément de qualités, j'ai pas réussi à rentrer autant que ça dedans parce que j'ai pas totalement réussi à m'attacher au personnage de Dana, puisque étant donné que tout est très factuel, on a peu de côté affectif avec elle et c'est vraiment quelque chose qui est revenu dans le live avec notamment Lucie qui pour elle avait trouvé que ça fonctionnait très bien et moi je sais que j'ai besoin de plus d'introspection dans mes personnages et donc ça encore une fois c'est purement personnel et vraiment je reconnais extrêmement de qualité à ce livre et je pense que même si c'est quelque chose avec lequel vous avez du mal, c'est quand même une lecture qui est très intéressante et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. Après il y a quand même certaines émotions qui sont bien représentées, notamment la peur qui est vraiment très viscérale à certains moments, on la ressent véritablement et donc ça c'est plutôt bien fait, mais on va avoir par contre un côté plus rationnel sur le reste et on va être moins dans le côté affectif. D'un autre côté ça fait que le livre progresse assez rapidement finalement avec un enchaînement d'événements, on va pas s'attarder sur des choses qui n'ont pas trop d'importance, ça rend le truc assez rapide avec un rythme qui est assez entraîné et parfois j'aurais peut-être aimé qu'on se pose un peu plus à certains moments, mais encore une fois ça je pense que c'est vraiment des choix conscients de l'autrice qui n'ont pas forcément marché avec moi mais qui avec d'autres ont très bien marché, notamment avec Lucie. Donc voilà, c'est aussi à votre appréciation personnelle, je préfère vous prévenir en amont. Quelque chose qui est sûr, c'est que les antagonistes, pour le coup, on les déteste, ça y a pas de problème, on a des émotions contre eux. Voilà, je pense que celles et ceux qui ont regardé le live jusqu'au bout savent de qui je veux parler. En tout cas, ça c'est sûr que les antagonistes, on a plein de sentiments pour eux. Au total, je peux dire que Octavia Butler est vraiment quand même une référence en science-fiction et en science-fiction féministe et pour la cause noire. Et c'est vraiment un très bon livre, honnêtement, même si je ne l'ai probablement pas apprécié à sa juste valeur. Il a énormément de qualité et c'est une lecture très importante, je vous la recommande énormément. Pour ma part, vu les petits soucis purement personnels, encore une fois, que j'ai eu avec l'histoire, je lui ai mis la note de 3 sur 5, mais si vous avez vu ma vidéo sur mes notations, mes façons de noter, ça veut dire que c'est un bon livre, voilà, que j'ai pas forcément été engagée dans l'histoire plus que ça. Mais voilà, lisez-le si ça vous intéresse. Je vais lire d'autres livres et notamment La Parabole du semeur d'Octavia Butler, ça c'est prévu déjà, pour voir un petit peu si avec d'autres livres ça passe mieux, j'arrive mieux à m'investir dans l'histoire. Peut-être que simplement cette autrice n'est pas forcément pour moi. C'est pas pour ça que je regretterais de l'avoir lu, au contraire, je suis très contente de l'avoir découverte. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez de mon analyse dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller voir le live si ça vous intéresse, on a fait toute une partie no spoil qui est beaucoup plus étendue et beaucoup plus argumentée, discutée que ici. Comme on arrive sur les lectures de début février, je vais m'arrêter là. La vidéo était probablement déjà assez longue, donc je reviendrai avec vous très prochainement pour d'autres dernières lectures. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en savoir plus sur mes dernières lectures et les autres vidéos que je fais. Et je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes lectures. J'espère que vous avez apprécié vos lectures de janvier. N'hésitez pas à me dire quelle était votre lecture préférée du mois de janvier. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.